Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce rendez-vous dédié à l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction. Nous ne pouvions pas passer à côté de cette actualité brûlante. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer cette conférence dédiée à l'intelligence artificielle en général et pour le secteur de la construction en particulier. Comme je le disais, nous ne pouvions pas passer à côté de cette actualité brûlante qui est l'avènement de l'intelligence artificielle. Et pour cela, chez Man Machine, nous avons décidé de proposer un cycle de conférences dédié à ce sujet qui se tiendront tous les trimestres. Et je vous invite à suivre notre actualité afin d'en être informé. Pendant ces événements, nous essayerons d'explorer avec nos invités, comme nous le ferons aujourd'hui, la mise en œuvre concrète ou l'expérimentation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction et probablement dans l'ensemble du cycle de vie des actifs. Avant de commencer, je vous informe donc que cette conférence est enregistrée, que vous avez tous vos micros qui sont coupés, que vous avez la possibilité tout au long de la conférence de poser vos questions dans le chat qui est dédié et nous y répondrons en fin de session. Nous y ponctuer notre intervention et notre cela nous permettra de comprendre un petit peu votre rapport et votre position par rapport à l'intelligence artificielle dans votre entreprise ou dans votre usage au quotidien. Alors, je vais d'abord remercier mes invités qui sont là pour parler de ce sujet avec nous aujourd'hui et pour entamer ce cycle de conférences. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Emmanuel Di Giacomo d'Autodesk, qui va justement nous présenter comment Autodesk déploie l'intelligence artificielle dans ses solutions ainsi que les enjeux autour de ce sujet stratégique. Je remercie aussi Francesco Remolo de SPI Batignolles, qui va partager avec nous une expérience concrète de mise en œuvre d'un outil intelligent pour le suivi de chantier et justement basé sur l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui et de partager vos connaissances avec nous tous. Merci à toi, Siam. Alors, bien sûr, avant de démarrer, je vais prendre quelques minutes pour présenter à ceux qui ne nous connaissent pas l'entreprise Man Machine. Donc, Man Machine est un groupe allemand dont le siège est à Munich, qui est revendeur, éditeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Nous sommes présents depuis 40 ans et d'ailleurs c'est notre 40e anniversaire cette année. Nous le fêtons cette année et nous sommes un peu plus de 1000 collaborateurs implantés partout dans le monde et notamment aussi beaucoup en Europe. Notre partenaire principal est Autodesk et nous avons le label Platinum auprès de cet éditeur. Alors, Man Machine propose donc l'intégration de solutions logicielles et matérielles. À côté de ça, évidemment, nous allons pouvoir délivrer des formations sur l'ensemble des solutions que nous revendons, celles d'Autodesk bien sûr, mais aussi sur des solutions d'autres partenaires qui viennent compléter notre offre de logiciels. Nous sommes aussi accrédités pour le passage de certification, qu'elle soit produit et aussi certification Building Smart. Donc, on est fiers de dire que nous sommes ceux qui certifions le plus de collaborateurs en France et avec 100% de réussite. Eh bien, je vous invite à vous abonner à notre page LinkedIn ainsi qu'à nos chaînes YouTube sur lesquelles vous allez avoir du contenu, on va dire, qui est produit de manière régulière par l'équipe Man Machine. À vous abonner également à notre podcast et BIM qui est vraiment
qui est articulé autour de la digitalisation du secteur de la construction. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos événements. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop, voilà. Il y a un an, nous évoquions ensemble la question de l'intelligence artificielle, donc avec l'avènement de ChatGPT, hein, on l'a pas manqué l'année dernière, et Midjourney notamment. Ces outils fascinants, capables de générer du texte, des images à partir d'une simple instruction. Et c'est vrai qu'ils étaient encore à leur balbutiement, mais on avait perçu cette révolution. 12 mois plus tard, on sait que cette révolution est en pleine expansion. L'IA grand public s'est infiltré dans tous les domaines de notre vie, hein, de la création artistique au marketing, en passant par l'éducation et la recherche. Des outils de plus en plus performants et accessibles à tous surtout, et qui ouvrent vraiment des capacités et des possibilités insoupçonnées. Ce que je veux dire, c'est qu'à la différence du BIM, qui quand même, on va dire, nous ne sommes plus dans une niche ou dans un secteur d'activité, mais bien dans quelque chose qui s'infiltre dans l'ensemble de nos habitudes, dans notre quotidien et dans tout ce qui peut être hôte, j'ai envie de dire, de cette technologie. Donc, qu'est-ce qui a changé en un an? En tout cas, alors, avant d'y aller, on va juste vous proposer un petit sondage pour connaître un petit peu votre rapport et le rapport de votre entreprise par rapport à l'intelligence artificielle. On va prendre une petite minute, s'il vous plaît. Donc, si vous pouviez répondre à cette petite question qui est comment évaluez-vous la culture de l'intelligence artificielle dans votre entreprise et dans votre, j'ai envie de dire, environnement de travail? Est-ce que vous en êtes au balbutiement? Est-ce que vous êtes au début de l'exploration? Est-ce que vous avez une utilisation ponctuelle? Est-ce que vous avez une adoption progressive? Est-ce que vous avez vraiment une culture, on va dire, plutôt intégrée complètement dans la stratégie de l'entreprise? Alors, en termes de restitution, on voit que quand même, on a une portion très importante qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Donc, on est malgré tout à 30%. 40%, vous en êtes au début de l'exploration et c'est déjà pas mal. Ça montre malgré tout une dynamique autour de ça. Une utilisation ponctuelle avec des tâches spécifiques. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie particulière. On a peu d'adoption progressive et alors une culture d'IA mature. Bon, après, clairement, on en est tous un petit peu au début de l'utilisation de cette technologie, mais on voit bien qu'il y a un intérêt malgré tout par rapport à cette intelligence artificielle qui déferle partout, mais qu'on a besoin malgré tout de s'organiser autour de ça. Merci à tous pour votre participation. Donc, on va continuer. Est-ce que vous revoyez mon écran? Voilà. On va dire que oui. On y va. Donc, qu'est-ce qui a changé entre j'ai envie de dire, entre l'année dernière et cette année? C'est cette notion d'IA générative. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on parlait d'intelligence artificielle au sens large et on n'avait pas les mots pour qualifier un petit peu ce qu'on était en train de vivre avec ces technologies-là. Il est clair qu'on ne parle plus aujourd'hui d'IA tout simplement ou de quelque chose qui est là pour pour calculer, on va dire, plus vite ou faire des tâches plus rapidement que ce que notre capacité, on va dire, intellectuelle ou de calcul pourrait faire. Mais on parle bien d'IA générative. Alors, qu'est-ce que l'IA générative? Et j'ai trouvé intéressant un petit peu de s'arrêter sur ça parce que c'est le potentiel de cette IA générative aujourd'hui qui s'impose à nous, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est une intelligence qui a des capacités cognitives et donc qui a les capacités de comprendre un contexte et qui a aussi ces capacités, à partir de ce contexte, de générer du contenu. Et ce contenu va représenter une nouvelle donnée, donc une nouvelle réalité. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir générer de la nouvelle donnée à partir de données qu'on aura intégrées ou qu'on aura appris à cette intelligence artificielle à comprendre. Donc, en fait, on va s'appuyer bien sûr sur l'entraînement de cette intelligence artificielle et on va lui donner aujourd'hui la capacité d'aller, comment dire, de travailler ou de s'alimenter parce qu'on a aujourd'hui l'environnement qui est adapté pour ça, c'est-à-dire avec des techniques de réseaux neuronaux plus matures et des modèles et de puissance de calcul qui sont plus accessibles et plus importantes.
vrai que, j'ai envie de dire, Autodesk parle depuis plusieurs années de conception générative et on a vu plusieurs depuis déjà, j'ai envie de dire presque une dizaine d'années. Ça a peut-être été un petit peu un concept un peu peut-être éloigné dans notre pratique au quotidien, mais vous allez voir que c'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui est très proche de nous, qui est accessible et et que peut-être on va mieux comprendre aujourd'hui grâce à l'IA grand public et qui nous permet de mesurer l'impact de cette IA générative et de la conception générative. Alors, pour continuer, pour illustrer cette donc j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont testé aujourd'hui permet de toucher du doigt cette intelligence artificielle générative. Il est clair qu'il était très tentant de passer en revue toutes les IA génératives qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais je pense que c'est pas le sujet et je préfère laisser la parole à ceux qui sont en train de l'expérimenter concrètement dans leur quotidien et dans le secteur. Mais on peut tous parler aussi de notre expérience avec ChatGPT pour dire que notre première approche par rapport à cette technologie, en tout cas je parle pour moi, ça a été de poser des questions comme on le ferait sur un Google, etc. C'est-à-dire taper une question, si la réponse ne nous convient pas, ben on va taper une autre question, etc., etc. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait non, c'est-à-dire que au lieu de poser des questions, on va commencer à interagir avec la machine et on va commencer à se rendre compte qu'en fait il faut lui rentrer les bonnes demandes, alimenter au maximum on va dire notre besoin, ou du moins lui décrire au maximum notre besoin, ce que des spécialistes vont appeler un prompt, et en fait aller alimenter notre besoin et en fait commencer à interagir avec cette machine-là. Et donc on change notre rapport avec la machine et certains comparent cette révolution avec celle de l'avènement carrément de l'ordinateur. Donc on est vraiment dans une nouvelle ère et on va commencer à changer notre relation à la machine et c'est quelque chose qui aujourd'hui va un petit peu révolutionner, même peut-être beaucoup, notre façon de travailler. Donc, ce qu'on comprend, c'est que cet outil va nous permettre d'avoir non seulement un accès rapide à l'information, mais surtout avoir la capacité de comprendre notre comportement et d'essayer d'adapter sa réponse par rapport à notre comportement. Et donc, du coup, ça va pouvoir affiner lui-même va pouvoir affiner son propre comportement et donc nous proposer peut-être des réponses auxquelles on n'avait pas pensé. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette IA conversationnelle va peut-être parfois aussi nous aider à effectuer certaines tâches, notamment par exemple, je ne sais pas, aller écrémer un texte sur lequel on veut retirer des concepts intéressants pour nous ou une liste de concepts à partir d'un texte. On va pouvoir aussi synthétiser des notes de réunion, des choses, des tâches à peu de valeur ajoutée lorsque vous prenez des notes pendant une réunion. Eh bien, aujourd'hui, cette IA va vous permettre aussi de synthétiser tout simplement vos notes. Donc en fait, ce sont des petites choses, mais plein de petites choses qui vont nous permettre de gagner du temps, mais aussi d'effectuer nous-mêmes de l'autre côté des tâches à valeur ajoutée. Pour synthétiser un petit peu et reprendre quelques termes un peu plus académiques, j'ai envie de dire que l'IA conversationnelle est une IA qui s'appuie sur le traitement du langage naturel. Donc ça aussi, c'est un aspect très important puisqu'elle va comprendre notre besoin à partir simplement d'une expression qu'on va avoir, qu'elle va avoir un apprentissage automatique, donc sur la reconnaissance vocale aujourd'hui, sur la synthèse texte-parole, on voit des choses émerger, par exemple, autour de l'apprentissage des langues, qui sont extrêmement impressionnantes sur des avatars qui vont vous permettre d'apprendre des langues et de vous corriger au fur et à mesure de votre interaction avec ce type d'avatar. Et donc, du coup, elle va aussi pouvoir aller sur l'analyse d'un ton émotionnel. Et donc, je pense que moi et mes invités, nous sommes convaincus que c'est quelque chose qui va rendre service à beaucoup d'acteurs dans le secteur de la construction ou en simplifiant des tâches qui sont extrêmement chronophages, mais aussi, on va dire, on verra aujourd'hui, mais ça va être quelque chose, enfin, on va dire, ça va être une expérience vraiment très, très impressionnante à vivre.
Quelques applications. Alors, bien sûr, les applications vont pouvoir se positionner, j'ai envie de dire, dans plein de secteurs d'activité, mais on a quelques applications qu'on peut transposer aussi dans le secteur de la construction. On voit bien que l'automatisation, et on le verra, j'espère, sur certains, on le verra, j'espère, peut-être prochainement, mais sur tout ce qui est, même, je pense, Emmanuel peut-être en parlera, sur tout ce qui est automatisation des tâches, notamment sur le chantier, l'analyse de données, ça fait plusieurs années que, et depuis l'avènement du VIM, qu'on parle l'importance de capitaliser la donnée des chantiers, des projets, et c'est quelque chose qui aujourd'hui prend du sens avec l'avènement de l'intelligence artificielle, notamment pour proposer de l'analyse prédictive sur tout ce qui est, par exemple, gestion des ouvrages, gestion des chantiers, etc. La personnalisation, on l'a vu tout à l'heure dans tout ce qui est IA conversationnel ou dans ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de personnaliser l'expérience que va avoir l'utilisateur avec la machine. La prise de décision, ça c'est clair, hein, la capitalisation de données de projets actuels, futurs, voire passés, va complètement améliorer la prise de décision et la capacité d'analyser justement les données de projet et les historiques de projet. L'amélioration des process, clairement, de travail, la recherche et développement comme accélérateur, le langage naturel, donc ça c'est pour nous un gap qui est quand même très 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 important. L'analyse de contenu multimédia, moi, je travaille avec certaines entreprises qui aujourd'hui vont proposer et proposent la capacité de transcrire des vidéos et du contenu multimédia, on va dire par exemple des podcasts, et tout simplement aller récupérer du contenu et s'entraîner à partir de ce type de contenu. Enfin, l'évaluation des risques, on voit le potentiel énorme de toute cette technologie, l'optimisation des tâches de gestion, tout simplement la planification sur le chantier, par exemple, le contrôle qualité, on verra ça avec Francesco, et puis voilà, l'expérience client, le service client, on voit l'émergence de beaucoup de chatbots autour de ces sujets-là, et enfin le marketing, et ça, je pense que on l'a déjà vu arriver donc avec les réseaux sociaux, mais je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va pouvoir vous proposer quelque chose qui soit complètement lié à votre comportement et vos attentes par rapport à tout ce que vous pourrez imaginer comme requête, et notamment, je pense par exemple à l'expérience client autour de l'immobilier, par exemple, si vous êtes un acquéreur et que vous souhaitez acquérir un bien, eh bien, vous allez avoir de plus en plus d'assistants qui vont vous permettre de trouver le bon produit qui correspond le plus à Bien sûr, on a le choix entre plein d'exemples d'IA générative ou d'IA qui vont nous permettre de mieux travailler. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était 3 petits exemples. Nous avons par exemple le sergent recruteur de l'armée de terre, hein, qui est aujourd'hui à disposition pour converser avec certains, on va dire tous ceux qui souhaitent encore entamer une démarche de se présenter comme candidat. Et donc du coup, vous allez avoir un chatbot à votre disposition qui va pouvoir vous guider dans cette démarche. Donc j'ai trouvé ça intéressant. L'assistant Photoshop. Alors pourquoi l'assistant Photoshop? Parce que pareil, c'est un outil aujourd'hui qui peut paraître complexe, hein, pour celui qui ne connaît pas cet outil-là, et que bon ben voilà, pour par exemple détourer une image, remplacer ce qu'on voit par une veste en jean, ben voilà, il faut passer par plusieurs étapes. Et bien aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Firely, qui permet justement avec des instructions de dire ben voilà, remplace-moi cette zone détourée par une veste en jean, et puis on va pouvoir avoir cette veste en jean directement. Enfin voilà, ça donne la possibilité, ça donne tout le potentiel finalement de ces technologies, et ça nous laisse imaginer la capacité de ces technologies à donner accès à des outils qui peuvent paraître complexes, mais justement vont faciliter l'accès à ces outils qui peuvent de prime abord paraître complexes. Et enfin, on en parlera encore, c'est tout ce qui est analyse d'images qui va permettre d'améliorer par exemple la sécurité sur les chantiers. Et je vais finir tout simplement par une pratique qui illustre parfaitement, par exemple,
comment dire, la capacité de l'intelligence artificielle à faciliter le quotidien des acteurs sur le chantier, par exemple. On le vit tous les jours lorsque, par exemple, vous passez d'un chantier à un autre, ou vous avez entendu parler d'un sous-traitant de votre collègue qui avait fait un travail remarquable sur son chantier il y a 3 ans, et que, bon, bah voilà, on entend souvent cette phrase: est-ce que tu te rappelles de tel sous-traitant que tu avais fait travailler sur les cloisons qui était vraiment très bien, etc., etc. Et puis on va avoir comme réponse: eh bien oui, attends, il faut que je regarde dans mes mails parce que, etc., etc. Et bien, si on passe par là, l'étape de consolider les données de nos projets, non, je suis quasiment sûre que demain, eh bien, on va tout simplement taper, voilà, quel est le sous-traitant qui a travaillé sur tel chantier à telle période, etc., et qui a des retours positifs sur tel projet. Et puis, vous allez pouvoir contacter votre sous-traitant, j'ai envie de dire, voilà, presque dans la minute qui suit. Donc, une application très concrète qu'on voit déjà dans certaines entreprises qui ont déjà leur propre bot. D'autres ont déployé des usages liés à la reconnaissance des ouvrages sur un chantier. On a la maintenance prédictive dans la construction qui, par exemple, permet de détecter des avaries ou des détériorations sur la chaussée. La conception architecturale assistée par l'IA, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, j'espère une autre fois, dans un prochain rendez-vous. L'analyse de documents, on sait que c'est une pratique aujourd'hui qui commence à se mettre en place. Donc, analyser des documents d'un appel d'offres, par exemple, qui peut être faite par une intelligence artificielle pour vous restituer les points clés. L'élaboration de planning, la prise de décision, les usages sont vraiment très importants et ne restent qu'à être explorés et qu'à être déployés. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais plutôt inviter mes invités à rentrer dans le vif du sujet comment dire, et à aller vous présenter vraiment des usages concrets de ces intelligences artificielles. Une dernière chose, et puis je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Emmanuel. Quelques bonnes pratiques qui ont été identifiées dans la mise en œuvre d'une intelligence artificielle dans les entreprises ou dans les organisations. On le dira jamais assez, la qualité de la donnée, donc la récolte de la donnée, la structuration de la donnée, la qualification de la donnée. Le volet éthique, il commence à être très important parce que il faut savoir quelles données on récolte, quelles limites on va se donner dans la manipulation de notre donnée propre, voire de la donnée publique, les notions de droit d'auteur, etc., qu'il faut prendre en compte. La gouvernance, donc on ne se lance pas dans l'intelligence artificielle pour une entreprise ou une organisation sans mettre en œuvre une gouvernance sur ce sujet-là et un vrai pilotage de cette question. Se poser la question du degré d'autonomie de notre intelligence artificielle, jusqu'où on veut qu'elle aille et qu'est-ce qu'on peut lui donner comme degré d'autonomie. Accompagner évidemment les collaborateurs dans la mise en œuvre parce qu'on sait qu'il va y avoir des craintes autour de ce sujet-là et que on va commencer à se poser des questions, de se dire est-ce que ça va remplacer mon savoir-faire? Donc, il faudra bien faire comprendre la valeur que va apporter cette intelligence artificielle. Ne pas négliger l'infrastructure, bien sûr, informatique, qui va supporter vos bases de données ainsi que vos systèmes de calcul. Et puis, le volet, j'ai envie de dire, peut-être le plus important, c'est la cybersécurité. Donc, ne pas négliger tous ces aspects-là. Alors, bien sûr, je pense que tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui va continuer à évoluer et que peut-être que dans un an, on aura encore plein de recommandations à faire autour de ça. Mais voilà, c'est ce qu'on a identifié aujourd'hui comme étant, on va dire, les bonnes pratiques et les points clés à prendre en compte lors du déploiement d'une intelligence artificielle. Et puis juste, je finirai par indiquer peut-être juste une phrase par rapport à ce sujet-là, des inquiétudes qu'on peut avoir sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un rapport qui a été remis pas plus tard qu'hier au gouvernement sur ce sujet-là par la commission intelligence artificielle et qui, pour l'instant, ne fait pas ressortir de risques spécifiques sur tout ce qui touche à la perte d'emploi ou au remplacement, mais plutôt met en avant le fait que l'intelligence artificielle remplace des tâches et non des emplois. Donc, il faudrait bien mener sa stratégie de déploiement de l'intelligence artificielle un peu dans cette affirmation
en arrière-plan pour en tirer parti le plus possible. Voilà, je suis dans les temps. Je nous invite tous à continuer à réfléchir sur ce sujet-là. Et puis, mais on va rentrer, on va dire un peu plus dans le détail sur le déploiement de l'intelligence artificielle chez Autodesk. Et je vais passer la main à Emmanuel. Ok, donc vous voyez bien mon PowerPoint. C'est bon? Tout va bien. Oui. Super, merci. Merci Siem et merci à Manan Machine pour cette invitation à présenter toute l'implication d'Autodesk au niveau de l'IA pour le secteur de l'AEC. Donc, je m'appelle Emmanuel Di Giacomo, je suis responsable des écosystèmes BIM et AEC pour l'Europe et je suis architecte de formation. Et je vais donc vous présenter les implications d'Autodesk de ce point de vue-là. Alors, j'aimerais tout d'abord vous parler d'un certain nombre de défis du secteur de l'AEC. Alors, premièrement, les principaux défis de l'industrie de la construction, bon, vous les connaissez tous, mais c'est toujours intéressant de voir la manière dont ils impactent notre manière de travailler et nos méthodes. Alors tout d'abord, on a une faible productivité du secteur. Hein, ça fait à peu près 50 ans que la productivité du secteur de la construction n'évolue pas tellement. C'est l'une des plus faibles derrière l'agriculture et la chasse. Et cela, c'est directement lié à l'investissement au niveau du numérique dans nos pratiques. Ensuite, on a un cycle de vie du projet qui est extrêmement fragmenté, même s'il est vrai que des approches comme le BIM tendent à faire évoluer les pratiques. Malgré tout, notamment le taux d'adoption du BIM n'est pas encore, même au niveau mondial, n'est pas encore au niveau où on le souhaiterait. Et du coup, les acteurs continuent à échanger les informations entre leurs projets de manière assez, on va dire, assez classique. Et enfin, on a un manque de main-d'œuvre qualifiée qui est lié directement à ce qu'on appelle le papy boom, où il y a effectivement énormément d'anciennes générations qui commencent à partir à la retraite et les jeunes générations, c'est vrai, ne sont pas forcément attirées par le secteur du bâtiment parce que c'est un secteur qui est assez compliqué, dur, pas forcément bien rémunéré. Et du coup, ça impacte le renouvellement des générations. Alors, il y a aussi un point qui est extrêmement important. On a à peu près, il y a des études qui ont été faites, notamment par un rapport du FMI et d'une société qui s'appelle Construction Disconnected. On sait qu'à peu près 35% du temps est perdu sur des activités non optimales qui représentent à peu près plus de 14 heures par personne et par semaine. Et ça rejoint ce que disait Siem par rapport aux tâches à faible valeur ajoutée. On sait aussi que le surcoût lié aux modifications qui pourraient être évitables justement si on avait des pratiques qui étaient beaucoup plus efficaces représente une perte qui équivaut à peu près à 280 milliards de dollars par an. Et c'est aussi lié au fait que les bonnes décisions ne sont pas prises à partir de bonnes données. Et enfin, un point très important, 96% des données qui sont produites, en fait, ne sont pas utilisées dans le secteur de l'AEC, elles sont perdues à la fin. Et quand on regarde le secteur de l'industrie, finalement, c'est un peu mieux, je crois qu'on est aux alentours de 70%. Mais ça, c'est directement une conséquence du fait qu'on travaille de manière silotée entre tous les acteurs du projet et qu'il n'y ait pas une anticipation suffisante justement de la manière dont on pourrait exploiter les données, notamment en phase ensuite de gestion et maintenance du projet. Si dès le début, finalement, on réfléchissait à l'exploitation de ces données, finalement, les choses se passeraient certainement mieux. Ensuite, quelque chose de très important, il y a la société Skanska, qui est une grosse société de construction dans les pays nordiques. C'est une société suédoise
qui a fait une étude et qui s'est rendu compte que plus de 50% de la valeur d'un projet résidentiel pouvait être réalisé dans les premières étapes. Et les décisions clés en fait qui pourraient être prises au tout début du projet, telles que par exemple la volumétrie, l'aménagement, etc., ont vraiment des conséquences durables. Mais au fur et à mesure, vous le savez, au fur et à mesure que la conception en fait avance dans les phases ultérieures du projet, ces choix qui sont fondamentaux et qu'on devrait prendre dès les premières étapes du projet deviennent difficiles ou quasiment impossibles à prendre sans un coût élevé du changement. Du coup, la conséquence, c'est que les décisions ont des répercussions qui sont importantes justement sur les résultats du projet, et notamment au travers de la réduction des risques, la sécurité et la durabilité du projet. Toujours des enseignements qu'on a tirés d'un certain nombre d'études. Le secteur de l'AEC et du BTP de manière générale pourrait bénéficier en fait à 71% des bénéfices en tirant parti justement de l'IA au cours de la prochaine décennie. Et on voit un certain nombre justement d'applications qui sont en train d'apparaître. Il fait partie des secteurs qui sont ceux qui pourraient bénéficier, comme vous le voyez tout en bas au niveau des chiffres, justement de cet apport de l'intelligence artificielle. Alors nous, chez Autodesk, on considère que le secteur de l'AEC est justement prêt pour ce changement. Alors pourquoi? Parce que nous, l'IA chez Autodesk, ça date pas de l'avènement de ChatGPT qui a certes contribué à la démocratisation de l'intelligence artificielle, mais aussi parce qu'on a été leader de l'industrie dans toutes les grandes ruptures technologiques. On a été à l'origine notamment de l'avènement du passage au numérique avec justement des solutions comme AutoCAD. Donc on est passé de la table à dessin à l'ordinateur. On a été à l'origine aussi du passage au BIM il y a à peu près une quinzaine d'années. Ensuite le BIM connecté et finalement on a travaillé depuis à peu près une dizaine d'années sur le sujet de l'intelligence artificielle qu'on a intégré petit à petit dans nos solutions. Autodesk Research, qui est notre branche en fait recherche et développement, a travaillé sur les problématiques de l'IA complexes telles que la conception générative à laquelle Siem faisait allusion tout à l'heure pendant plus d'une dizaine d'années. Et nos plateformes de construction, si on regarde notamment ACC, c'est la première plateforme de construction. Je l'illustrerai par des exemples. C'est la première plateforme de construction à publier des informations qui sont alimentées par l'IA il y a plus de 5 ans. L'IA est donc intégrée et utilisée dans Autodesk Construction Cloud pour améliorer notamment la prévisibilité, réduire les risques et automatiser les flux de travail. Alors l'IA pour l'AEC chez Autodesk, ça symbolise au travers de 3 grands piliers. Alors déjà, dans les solutions de conception Autodesk, avec notamment l'intégration de la conception générative dans Revit déjà depuis à peu près 4 ou 5 ans, l'analyse automatisée au travers de la possibilité de réaliser des études de performance énergétique ou structurelle, etc., depuis un certain nombre d'années dans nos solutions, que ce soit Revit ou Insight. Et aussi, ça, on s'en rend pas forcément compte, l'assistance dans les outils de conception, c'est-à-dire que quand vous allez effectuer des opérations, en fait, les solutions comme Revit vous guident pour vous aider justement à utiliser les outils qui se trouvent à l'intérieur de la plateforme Revit. Ensuite, j'ai commencé à l'aborder. Dans Autodesk Construction Solutions, on a des flux de travail d'assistance qui sont intégrés. On a la possibilité d'accéder à des informations prédictives sur le projet, parce qu'effectivement, il y a une fédération des données qui s'effectue, et aussi on a des outils de recherche intelligente. Enfin, Autodesk Research travaille sur pas mal de sujets qui sont liés, parce que bon, là, on parle de l'intelligence artificielle, mais ce n'est que l'une des tendances qui
qui est en train justement d'agir sur l'évolution des méthodes dans le secteur. Donc nous, on travaille sur l'IA et l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, la robotique, l'optimisation des process, la simulation, différents types de simulation, CFD, performance énergétique structurelle, l'interaction entre l'homme et l'ordinateur. Parce que ce qui a permis ChatGPT notamment, c'est de démocratiser l'accès justement à l'intelligence artificielle. Et nous, ce qu'on a toujours souhaité, c'est démocratiser l'accès à toutes les nouvelles technologies ou tous les nouveaux processus comme le BIM et actuellement l'intelligence artificielle. Et enfin, on travaille aussi sur les mathématiques fondamentales et la géométrie. Alors, dans les solutions de conception Autodesk, ça se concrétise de deux manières, au travers de la conception générative, ce qu'on appelle aussi le generative design, et l'intelligence artificielle, auquel on accède dans nos solutions. Et dans ce cadre-là, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des recherches sur ces sujets-là. On a travaillé notamment avec des clients pour développer aussi toutes ces approches. Donc, on a de l'analyse aussi bien automatisée qu'approfondie des performances du bâtiment, justement afin d'aider les équipes de conception à produire des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue environnemental. Et du coup, ça permet aussi en parallèle de générer beaucoup plus d'idées et d'innovations parce qu'on peut visualiser énormément de solutions qui sont proposées justement par ces algorithmes. L'analyse automatisée, c'est ce que je disais précédemment, c'est l'analyse de la performance des bâtiments, que ce soit l'énergie ou la structure. Donc, ça permet aussi de faire des projets plus rapidement, avec beaucoup plus d'hypothèses qui sont générées, et du coup, on se libère aussi des tâches à faible valeur ajoutée. Alors, on va avoir quelques exemples d'Autodesk AI, Artificial Intelligence, puisque c'est un concept qu'on a lancé au mois de novembre l'année dernière pour la conception. Alors, ici, nous, la tendance qu'on a observée au cours de ces dernières années, c'est que davantage de questions et de travail de conception, en fait, se déplacent vers les phases esquisses, en fait, du projet. Du coup, nous, nos premières recherches sur le développement durable, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Skanska et ses études. C'est la possibilité qu'on va avoir au travers de l'utilisation de l'IA, comme vous l'avez vu sur cette petite animation, la possibilité qu'on va avoir grâce à l'IA, ici vous voyez sur une structure, d'anticiper quelle pourrait être la meilleure structure possible avec le meilleur système structurel et l'impact carbone que cela pourrait générer. Et derrière ce prototype que vous voyez à l'écran, on a notamment le moteur de format qui est utilisé et vous verrez de plus en plus ce type d'application dans d'autres solutions que nous allons mettre sur le marché dans les années à venir. Donc là, on a aussi une comparaison qui est faite entre le système constructif et aussi le type de matériau qui est utilisé avec le poids carbone associé en fonction des options qui sont choisies. Alors, on a travaillé aussi avec des clients qui sont dans le domaine justement ici du hors-site. Donc, notamment, on a travaillé avec cette société californienne qui s'appelle Factory OS pour le développement d'un quartier qui se trouve à Auckland. Donc, c'est une restructuration et c'est du logement abordable. Et là, on a utilisé à la fois la conception générative et l'intelligence artificielle au travers de notre solution Autodesk Format pour estimer le carbone embarqué en temps réel sur ce projet et, comment dire, bien entendu, proposer différentes hypothèses grâce à ces algorithmes de generative design et d'intelligence artificielle. On maîtrise bien entendu du coup beaucoup mieux les coûts. Alors, un autre exemple que vous connaissez, donc c'est notre plateforme Autodesk Format, qui est notre cloud industriel, qui permet donc de générer automatiquement un environnement, simplement en se géoréférençant, en rentrant une adresse ou des coordonnées GPS, et on va être capable, au travers d'informations qui correspondent à un programme immobilier, de générer différentes hypothèses sur le même quartier, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que vu qu'on est géoréférencé, on va s'appuyer sur les données des stations météo les plus proches, de manière à calculer des îlots de chaleur, des calculs de radiation solaire sur des façades comme vous le voyez ici, la consommation pendant la phase ensuite exploitation et maintenance du bâtiment,
vérifier le passage du vent et vérifier qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur le quartier, à la fois de l'environnement sur le futur projet, mais l'inverse aussi, le futur projet sur son environnement, et calculer des îlots de chaleur, etc. Donc ça, c'est une application concrète de l'intelligence artificielle. On va travailler aussi sur des notions de confort acoustique et aussi pouvoir anticiper où on pourrait mettre des panneaux solaires ou éventuellement des éoliennes en fonction de l'impact justement de ce projet sur son environnement. Alors ensuite, Autodesk AI pour la construction, comment ça se concrétise aussi aujourd'hui? Alors Siem aussi avait commencé à l'aborder. Alors nous, on a des workflows, ce qu'on appelle les workflows d'assistance et d'information prédictive qu'on va retrouver dans notre plateforme Autodesk Collaboration Cloud, notamment sur des thèmes comme la gestion et la qualification. Alors je vais pas tout citer, mais on va être capable, au travers de cette plateforme, de recommander des soumissionnaires, de transférer des offres dans le cadre d'appels d'offres, de suggérer des groupes ou de suggérer des clients, extraire aussi des données financières, des documents qui vont être mis en ligne sur ces plateformes. On va être capable aussi de quantifier, d'estimer par le biais d'algorithmes de détection, par exemple automatique de symboles, gérer la documentation et automatiser sa gestion, examiner les risques liés au projet, notamment les risques liés au RFI, exécuter des journaux de soumission automatisés et contrôler tout ce qui touche à la qualité et la sécurité en donnant accès à, par exemple, du balisage automatique de photos. Justement, balisage automatique de photos, vous savez que les projets, l'une des problématiques, c'est qu'on va prendre beaucoup de photos, ce sera illustré au travers de ce que Francesco va nous montrer juste après, mais l'une des problématiques, c'est que sur un projet, on peut avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de photos, on le voit, nous, sur notre smartphone au quotidien, et le problème de fond, c'est qu'ensuite, pour retrouver des informations, c'est très difficile. Alors nous, depuis quelques années maintenant, on a automatisé le balisage des photos, notamment dans notre solution Autodesk Build. Donc automatiquement, il y a des mots-clés qui sont intégrés dans ces photos, ce qui permet ensuite d'en faciliter la recherche. Donc, par exemple, poteau, suspente, etc. Cloison, on va être capable d'automatiser le balisage des photos. Pour les métiers comme les économistes de la construction, on sait qu'il y en a encore beaucoup qui travaillent sur des documents 2D, donc il n'y a pas que, les entreprises de construction aussi continuent à recevoir des documents 2D. Donc nous, on a travaillé sur la détection automatisée des symboles, notamment dans notre solution qui fait partie d'ACC, donc qui s'appelle Autodesk Takeoff, ce qui permet automatiquement de comptabiliser, de quantifier, du coup d'estimer le coût de différents lots sur un projet. On va être aussi capable de générer de manière automatique le journal des livrables ou faire des résumés, etc. Sur la partie gestion des risques, on a des solutions dédiées qui s'appuient sur l'intelligence artificielle comme Construction IQ, qui fonctionne sur l'ensemble de la plateforme de gestion de la construction d'ACC. Et en fait, ça va passer au crible les points de données des problèmes, des observations, des listes de contrôle, affectation de sous-traitants. Ça va vérifier en fonction des retards des uns et des autres ou des retards d'approvisionnement ou des intempéries, justement les risques que pourrait subir le projet. Alors nous, on travaille déjà sur les versions de demain. Et nous, l'un de nos objectifs, c'est d'assister encore plus la construction en intégrant beaucoup plus de modules il y en a déjà un certain nombre, mais de modules de recherche intelligente, et aussi en proposant de demander n'importe quoi à vos données, avec un langage intelligible, justement, qui va éviter aux utilisateurs de passer par des prompts qui sont pas des choses évidentes pour des utilisateurs finaux, et aussi d'utiliser un maximum les informations prédictives. Et grâce à cela, on espère justement au travers de la recherche en langage naturel, exemple sur un modèle BIM, on pourrait tout à fait demander, pourrais-tu me chercher, me comptabiliser les portes de 70 cm coupe-feu qui se trouvent au 3e étage dans l'aile gauche du bâtiment. On va être capable de discuter avec ces modèles, ces plans et aussi les spécifications et obtenir du coup des informations ad hoc. On va être capable de créer des résumés, générer des brouillons pour les mises à jour de projets.
Aussi sur la partie risque, hein, Construction IQ, c'est une solution qu'on va faire évoluer de manière à avoir aussi de l'analyse prédictive, hein, des risques en temps réel cette fois-ci, et gérer aussi la performance des sous-traitants au travers d'informations qu'on va récupérer sur des bases diverses et variées. Aussi, on va être capable d'évaluer l'état de santé d'un projet et la qualité, la sécurité, le coût, le calendrier. Alors tout ça, ça a été abordé aussi par CIEM, ne serait pas possible, hein, l'IA, ce ne serait pas possible sans les données. Les données, c'est vraiment la base d'une IA solide et de qualité. Et nous, notre différence par rapport à justement des fournisseurs de solutions d'IA qui sont très généralistes, c'est qu'on a un modèle de données AEC qui est conçu en fait pour faire de vos ensembles de données quelque chose qui soit un outil d'apprentissage précieux pour vos futurs besoins en matière d'IA. Et c'est toute la chaîne de solutions aussi Autodesk, mais pas que, qui va pouvoir en bénéficier. Donc nous, on considère que les données, c'est vraiment l'épine dorsale, mais que l'intelligence artificielle, en fait, c'est le carburant de la transformation de notre secteur. Alors, quand on pense plateforme chez Autodesk, oui, évidemment, on pense en tout premier lieu à Autodesk Construction Cloud. C'est vrai, c'est notre plateforme centrale qui est utilisée par plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Mais aussi, on a toutes nos plateformes et toutes nos solutions sont ouvertes au développement extérieur et nous, on s'appuie aussi beaucoup sur nos partenaires intégrateurs. Il y en a plus de 260 qui sont connectés justement à notre plateforme Autodesk Construction Cloud et qui sont capables eux aussi de connecter des solutions qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et enfin, il y a peut-être une plateforme dont vous avez entendu parler qui est très importante dans le cadre de notre stratégie de démocratisation de l'accès aux technologies et à l'intelligence artificielle, c'est Autodesk Platform Services, que certains et certaines d'entre vous connaissez sous le nom de Forge, et qui permettent de développer vraiment des solutions à façon et d'aller aussi activer des solutions d'intelligence artificielle. Alors, les avantages, en fait, d'Autodesk AI pour la construction, c'est que, bien entendu, on va s'affranchir des tâches à faible valeur ajoutée. Du coup, on va gagner en efficacité, clairement, hein. On va augmenter de 20 à 30% son efficacité. On va être, selon les calculs qu'on a faits, notamment au travers de l'IA générative, on sait que les ingénieurs sont déjà 4 fois plus efficaces. Et on sait que ça pourrait monter à plus de 10 fois plus efficace dans les années à venir. On est capable de faire de la prévention anticipée des risques liés à la construction. Et aussi très important, vu qu'on est capable d'anticiper des centaines, voire des milliers de solutions dès les phases amont, c'est ce que je disais par rapport aux exemples du début, on va améliorer la prise de décision au quotidien sur les projets. Et alors, pourquoi Autodesk AI plus que d'autres solutions, on va dire, grand public? Déjà parce qu'on c'est spécifique à la construction. Hein. Le modèle d'IA que nous, on développe, il est conçu spécifiquement pour le secteur du BTP et il apprend chaque jour des données de votre projet quand vous allez stocker vos projets pour fournir les informations les plus précises possibles. On a une base AEC solide grâce à notre décennie d'expérience dans le secteur de l'AEC, et ce qui fournit une IA beaucoup plus ciblée que d'autres solutions. Et on a une aide contextualisée dans tous nos outils qui justement vous accompagne quand vous utilisez ce type de solution. Et enfin, c'est une question qui revient très souvent. Sur la partie confidentialité et sécurité, vous pouvez faire confiance à Autodesk pour mettre sur le marché des solutions d'IA d'une manière responsable et qui répondent à nos piliers de transparence, de bienveillance, de fiabilité, de capacité. On est compatible avec les normes les plus poussées de sécurité et de confidentialité qui existent sur le marché. Et bien entendu, on a des serveurs en Europe en plus des serveurs qui se trouvent aux États-Unis. Donc voilà un tour assez général de l'implication d'Autodesk depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. Très 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 intéressant et hâte de connaître la suite. Je vais inviter Francesco.
Très bien, donc bonjour à toutes et tous. Merci à Men Machine SIM pour l'organisation de ce bel événement et pour l'invitation. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui la manière dont chez SPI Batignolles nous déployons cet outil d'intelligence artificielle pour le suivi de l'avancement du chantier appelé Open Space. Tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Francesco Remolo, je suis architecte de formation et je travaille dans le BIM en France depuis plus de 12 ans et depuis une vingtaine d'années en total. Et aujourd'hui, donc, je suis le responsable BIM et outils digitaux chez SPI Batignolles Construction Île-de-France. Un petit tour d'horizon du coup sur SPI Batignolles. SPI Batignolles est un groupe indépendant et un acteur majeur du bâtiment, des infrastructures et des services, présent un peu partout en France, mais aussi à l'international, qui compte aujourd'hui plus de 8000 collaborateurs. Les activités du groupe se déclinent essentiellement sur 5 branches, donc les infrastructures avec tout ce qui est génie civil, fondation, travaux publics, le paysage avec nos filiales qui s'occupent d'aménagement d'espaces extérieurs, d'ouvrages en bois ou métal et d'espaces verts, l'énergie pour tout ce qui est génie électrique et climatique, réseau, fluide industriel et aussi maintenance. La construction qui concerne essentiellement tout type de bâtiment, autant en neuf qu'en réa, en logement, en équipement public, en ouvrage fonctionnel, autant en public qu'en privé, en passant aussi par l'aménagement intérieur et les travaux de proximité, et bien sûr le montage et la promotion immobilière. La culture de l'innovation est très ancrée dans l'ADN de SPI Batignolles et WeNext est le nom de notre démarche innovation justement, qui s'articule sur 4 axes principaux qui sont en fin de compte les défis majeurs que notre industrie est appelée à révéler de nos jours, à relever, pardon, comme disait aussi Emmanuel. Donc on parle essentiellement du challenge environnemental, de l'industrialisation de nos processus productifs, de la sauvegarde, bien sûr, de notre capital humain et de l'avènement de la donnée, qui sera un peu voilà, l'élément central de cette présentation. Pour ce faire, en fait, le groupe s'organise à plusieurs niveaux, avec plusieurs instances qui ont été créées et d'autres qui continuent encore à naître. Donc, typiquement autour de la direction de la qualité de réalisation et d'innovation technique, dont Alexis Hermé, le directeur, et Céline Bricogne, la directrice de la transformation digitale opérationnelle, opèrent des communautés des experts, comme par exemple le POD, la communauté des experts des outils digitaux, ou bien le PEB, le pôle d'expertise BIM, dont j'ai le plaisir de faire partie. Mais on a aussi des communautés d'ambassadeurs qui se chargent essentiellement de relayer concrètement ces travaux sur le terrain. Et donc, on a par exemple la communauté des ambassadeurs chantier digital, des ambassadeurs de transformation digitale et plus récemment aussi une communauté des ambassadeurs BIM. Donc, venons plus en détail au sujet de cet événement et de cette présentation, car en fait, en juillet 2023, le groupe SPI Batignolles a signé un partenariat qui porte sur le déploiement de cette solution de photogrammétrie 360 degrés qui s'appelle Open Space. Je vous propose maintenant de regarder un petit film d'introduction à cela, bien qu'on ait eu un petit souci de son, donc je vous invite à lire les sous-titres dans le film. Donc voilà, on est sur le chantier de la Tour Quéco, un des projets sur lesquels on a déployé la solution Open Space. On en a une quinzaine aujourd'hui en total. Et on va lire justement des témoignages des opérationnels sur site de la manière dont ils se servent de cela.
Voilà l'outil qu'on utilise. Donc, effectivement, il s'agit de faire une normale visite de chantier, comme on a l'habitude de le faire, et d'enregistrer des images tout au long de ce parcours. Voilà, un des avantages qu'on a repéré avec cette technologie. On peut bien sûr interagir avec la maquette numérique. Tout ce que vous voyez, je rentrerai un peu plus dans le détail après dans la présentation. Comme vous le voyez, c'est un outil, une technologie interactive. Et je vais vous montrer aussi des modules supplémentaires à cette technologie que nous sommes en train de tester, comme celui-ci. Voilà. Donc, pourquoi nous avons décidé de miser sur cette technologie? Parce que cela arrive à tout le monde, effectivement, de dire, par exemple, ah, dommage, je n'ai pas pris la bonne photo, ou bien, bah, c'était où déjà ça, ce qu'on a vu sur le chantier, je me souviens plus, ou d'avoir besoin de vérifier quelque chose sur un chantier, mais ne pas pouvoir y aller. Donc, c'est pour ce type de problématique, en fait, que à l'aide d'une simple caméra 360 degrés, d'une plateforme en ligne et en faisant simplement un tour de chantier, on obtient en fin de compte le Google Street View du chantier. On aime bien faire cette comparaison, effectivement, ce parallélisme avec Google Street View. Et pourquoi c'est utile? Parce que, effectivement, comme on le dit souvent, une image vaut 1000 mots. En effet, d'un point de vue strictement neurologique, le seul fait de regarder une image peut nous aider à assimiler beaucoup plus de données complexes que si nous lisions simplement un texte. En fait, il suffit de penser que notre cerveau a besoin de 2,4 secondes pour lire une phrase de 8 mots et seulement de 13 millisecondes pour traiter une image, c'est-à-dire 60 000 fois plus vite. D'où justement l'idée que utiliser des technologies basées sur le visuel est synonyme d'une prise de décision plus rapide et pertinente et d'une gestion plus efficace. Passons donc à la présentation des différents modules d'OpenSpace en partant de celui qui fait effectivement l'objet de notre partenariat. Donc le module de base, on pourrait définir un peu le module de base qui s'appelle OpenSpace Capture. Comme vous l'avez vu dans le film, en fait, à l'aide d'une petite caméra 360 degrés posée sur un casque, comme vous le voyez à gauche, nous pouvons obtenir le Google Street View du chantier, comme vous le voyez à droite. Mais différemment de Google Street View qui nous permet de nous promener dans la rue seulement à la date à laquelle la petite voiture Google avec la caméra sur le toit est passée dans cette rue. Ici, en fait, nous avons la possibilité de choisir à quel jour nous avons besoin de faire le tour de chantier à distance. En fin de compte, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps. Comme vous voyez là, on peut choisir la date et à n'importe quel moment, on est toujours repéré sur le plan de l'étage. Donc, on sait exactement où on est positionné et le parcours qu'on a effectué lors de la visite de site. Cette technologie, en fait, est très interactive aussi, autant au niveau chronologique, autant au niveau de la collaboration entre les personnes impliquées sur le projet. En fait, revenir en arrière dans le temps veut dire pouvoir comparer, par exemple, d'un coup d'œil, l'état d'avancement des travaux à deux dates différentes, comme on le voit là sur
l'écran, et aussi mettre en avant, si besoin, des observations à communiquer à tous les acteurs du projet, donc autant en interne au sein de notre entreprise par exemple, autant en externe, donc avec nos sous-traitants, avec tout autre intervenant sur le projet. En fait, cet outil, c'est ce qu'on appelle des field notes. Des field notes sont essentiellement des problèmes qu'on peut créer un peu à la façon BCF pour ceux qui connaissent. Mais au lieu en fait de le faire sur la maquette numérique, on le fait directement sur la réalité. Donc on peut bien sûr documenter le problème, l'observation qu'on veut mettre en avant à l'aide de photos, d'une description. On peut assigner le problème à la personne qui est censée s'en occuper. On peut indiquer un statut, ajouter des pièces jointes, ajouter des tags et ainsi de suite. Les field notes, au final, peuvent être gérés comme n'importe quelle donnée. Donc, on revient effectivement à ce concept de la donnée qui est au centre de ce processus, parce que chaque field note, en fin de compte, est un objet qui suit son propre cycle de vie. Et ça permet effectivement de suivre l'évolution du problème jusqu'à sa résolution. Donc, fini les coups de fil ou les mails envoyés qui deviennent très compliqués à gérer et à suivre tout le long de l'exécution des travaux. De la même manière dont on peut comparer deux états d'avancement à deux dates différentes des travaux, on peut aussi comparer la réalité du terrain à gauche avec la maquette numérique à droite. Et comme vous le comprenez bien, dans le cas d'un chantier dont les études d'exécution sont réalisées en BIM, cela revient effectivement à comparer visuellement et très rapidement les études avec l'exécution des travaux. Et c'est vraiment immédiat de pouvoir détecter des écarts et pouvoir les mesurer éventuellement. Ou bien cette technologie permet aussi de mieux appréhender les travaux qui ne sont pas réalisés encore, mais justement qu'on doit réaliser et voilà, avoir un visuel beaucoup plus clair de ce qu'on a réalisé, notamment comme dans ce cas-là, par exemple, dans un projet de réhabilitation. En revanche, il faut avouer que parfois les photos ne sont pas suffisantes parce que il ne faut pas oublier que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent s'agit toujours de photographie 360 degrés. Donc une photo, par définition, c'est une perspective, donc on ne peut pas, par exemple, prendre des cotes dessus. Donc dans ce cas-là, si on en a besoin, on a la possibilité aussi de réaliser des scans 3D grâce à la technologie LIDAR. Et là, effectivement, comme vous le voyez, on ne traite pas une photo, mais on traite un scan. Et donc, voilà, on peut prendre des cotes au millimètre près. Donc, en résumant, qu'est-ce que nous apporte cette technologie d'Open Space Capture? Pas mal d'avantages, notamment au niveau de l'accessibilité et le partage de l'information. Par exemple, dans le cas des visites de sites lors d'un appel d'offres ou d'un concours, mais plus en général pour tout ce qui est la visibilité d'un chantier en temps réel depuis n'importe où et à n'importe quel moment. Visibilité qui peut être bien sûr partagée de manière contrôlée avec tous les partenaires et tous les intervenants sur le projet, y compris la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, et surtout ça nous permet de garder un historique des travaux, autant pour l'équipe chantier, autant par exemple pour les SAV. Ça nous apporte bien sûr une meilleure qualité de l'exécution parce qu'on peut générer, comme on l'a vu, voilà, des rapports de visite, des observations. On peut comparer les études avec la réalité, notamment à l'aide de la maquette numérique. Et c'est une grande aide pour toutes les fonctions support, typiquement la prévention, les différents bureaux d'études qui interviennent sur le projet ou les services de qualité.
Ça nous permet de mieux suivre et gérer le chantier aussi, bien sûr, parce que notamment pour les conducteurs de travaux, pour gérer tout ce qui est sécurité et stockage, ou bien c'est un grand aide aussi dans la gestion de la relation avec nos sous-traitants, parce que nous, en tant qu'entreprise générale, on a souvent affaire voilà, avec des situations un peu qui peuvent devenir un peu litigieuses, notamment pour au niveau de la facturation, de qui a fait quoi à quel moment. Et voilà, c'est une documentation factuelle et qui couvre toute la durée des travaux de ce qui a été fait sur le chantier et bien sûr pour le suivi de l'exécution. On passe maintenant au deuxième module d'OpenSpace qui est OpenSpace Track que nous sommes en train d'expérimenter à ce stade. Pardon. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle derrière la technologie est capable de reconnaître aussi les différents ouvrages, donc notamment pour tout ce qui est béton, cloison, plafond, CVC ou électricité. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient essentiellement le fait de stabiloter les plans des ouvrages déjà réalisés. En fait, c'est ce qu'on fait habituellement sur des plans papier dans la base vie. Mais l'intelligence artificielle sait aller un peu plus loin aussi. Et en fait, elle sait distinguer, sait reconnaître les différentes phases de réalisation de certains ouvrages aussi, notamment pour ce qui est cloison et faux plafond. Comme vous le voyez, en fait, on est capable de faire la différence entre le rail supérieur, là où les rails verticaux, comme on le voit là, dans ce cas-là, vous voyez, sont indiqués en deux couleurs différentes. Là, par exemple, en vert, on voit, comme vous le voyez à droite, que pour ces cloisons, il n'y a que le rail supérieur qui a été posé, ou bien de reconnaître ensuite les plaques de plâtre ou les bandes d'enduit. Toutes ces données, ce sont des quantités, des pourcentages d'avancement qu'après on peut traiter de la manière qui nous convient le mieux. Donc, autant sous la forme de barres qu'on gère par zone, par fourchette chronologique, par niveau, ainsi de suite, autant sous la forme de graphiques, comme vous le voyez à l'écran. Le deuxième module qu'on expérimente s'appelle OpenSpace BIM Plus, qui est basé essentiellement, voilà, comme vous le voyez, on revient un peu à cette configuration où on compare la réalité de la photogrammétrie du chantier à gauche et la maquette numérique à droite. Sauf que dans ce cas-là, on est capable aussi de sélectionner des objets de la maquette numérique à droite et les basculer sur la réalité. Il s'agit essentiellement de faire de la réalité augmentée pour ceux qui connaissent cette technologie, mais à distance, ne la faisant pas sur site, mais devant l'ordinateur. Ou bien on peut comparer aussi la réalité donc, du chantier avec un nuage de points, parce qu'on est capable aussi de traiter un nuage de points, et donc on revient à l'avantage que sur le nuage de points, on est capable de prendre aussi des cotes, jusqu'à superposer aussi le nuage de points avec la maquette numérique et comparer le tout, encore une fois, à la réalité de l'avancement des travaux. Voilà, merci. Et j'ai terminé. Merci Francesco. C'était très intéressant, encore une fois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit le potentiel en fait de toutes les données capturées par rapport à ce que tu pourras en faire. Tu pourras en faire par la suite. Je tiens à remercier nos deux invités pour avoir partagé justement toutes ces informations avec tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. On va prendre 2 minutes pour un petit sondage.
Si c'est possible, alors l'idée c'était tout simplement de vous demander si vous envisagez de mettre en œuvre ou quels sont les usages pour lesquels vous pensez mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans les années à venir, ou comment vous voyez utiliser les principales attentes que vous allez avoir en termes d'intelligence artificielle dans les années à venir. Donc, on a l'amélioration de l'efficacité des tâches quotidiennes, automatiser des tâches répétitives, gagner en insight, donc en information capitalisée et analyser et améliorer votre prise de décision, développer de nouveaux produits et des services autres qu'on n'a pas encore envisagés. Bon, merci à tous. Donc on peut afficher les résultats. On a quand même une bonne majorité qui souhaite améliorer les tâches au quotidien et je pense qu'on est vraiment bien parti pour y arriver. Les tâches répétitives, ça on a vu qu'aujourd'hui on avait des technologies que ça soit dans comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, dans le secteur de la construction par la capitalisation justement des données et tout ce qui est notion de robotique, etc. Bon, ça, on va pouvoir le capitaliser, gagner en consolidation de données et pour la prise de décision, ça c'est clair que ça nous aidera beaucoup. En tout cas, merci d'avoir partagé vos attentes avec nous. On voit que c'est assez équilibré finalement en termes d'attentes. On a les attentes un petit peu plus, on va dire, dans le travail au quotidien, le travail personnel et professionnel, et aussi après, surtout tout le volet stratégique, on le perçoit aussi. Est-ce que, donc je vais inviter tout le monde à allumer sa caméra. Alors, je ne sais pas trop ce que je vois. Je vais essayer de faire en sorte de voir tout le monde. Est-ce que vous avez vos caméras allumées? Affichez tout le monde, voilà. Ah, je vois tout le monde, super, ça marche. C'est un peu compliqué tout ça. Alors, j'ai quelques questions que je vais essayer de vous restituer. Alors, je vais commencer par le bas. Alors, une question pour toi, Emmanuel. C'est par rapport à ce que tu disais sur le fait que vous alliez avoir une IA qui s'adresse au domaine de la construction et qui est alimentée par vos données ou par les données de projet. Alors, il y a peut-être quelque chose à préciser par rapport à ça. Donc, on nous demande, est-ce que dans le système Autodesk, est-ce que les usages IA dans le système Autodesk utilisé par un client X va donc servir à un autre client Y? Non, jamais. Ouais. En fait, quand on entraîne des systèmes avec du machine learning, on le fait avec des clients donnés en gros, dans un espace réservé. On va jamais utiliser les données des clients. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la confidentialité. Il en est hors de question. Et de toute façon, les données des clients sont cryptées, donc on n'y accède pas. Donc non, jamais on utiliserait les données d'un client X et en faire bénéficier au client Y. Impossible. D'accord, c'est clair. Y a-t-il, alors on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que ça serait peut-être Francesco qui pourra y répondre. Y a-t-il une réelle crainte à avoir par rapport au remplacement des compétences? Alors on en a parlé au tout début, notamment des compétences de projeteur. Pareil, Emmanuel, tu as parlé des outils de calcul et de simulation. Francesco, peut-être toi qui as eu l'expérience sur le chantier, est-ce que comment voilà, comment on peut répondre à cette question? Ah, on t'entend pas, Francesco. Non, on t'entend toujours pas. Ah, là? Ah, là oui. Ah, ça y est. Parce qu'en fait, c'est bizarre de ne me laisser pas activer le son. Mais bon. Non, je disais absolument pas. Je suis d'accord avec ce qu'on a dit au début. Effectivement, de manière générale, toutes les nouvelles technologies, y compris celles basées sur l'IA, ne sont pas à voir comme des possibles remplaçantes du travail de l'humain, parce qu'on le voit bien sur les chantiers tous les jours, que de toute manière les compétences de nos collaborateurs ne seront
jamais remplaçables par n'importe quelle technologie, mais ce sont des aides. Effectivement, là, aujourd'hui, on essaie de déployer tout un tas de technologies et d'innovations qui peuvent nous permettre d'améliorer les performances de nos collaborateurs. Et souvent, ça améliore un peu aussi le quotidien des collaborateurs. Donc, c'est ça qu'on trouve la partie la meilleure. Oui, c'est ce qu'on se dit. On remplace des tâches, mais pas des emplois ni un savoir-faire. Alors, j'ai une question aussi pour toi, Emmanuel. Comment Autodesk intervient avec l'IA sur le sujet des jumeaux numériques? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense que ça viendra. Oui. Alors en fait, on intervient au travers de notre plateforme Autodesk Tandem, qui est alors il y a différents niveaux de maturité dans le jumeau numérique, et il y a notamment les derniers niveaux, le 4e et le 5e niveau, ce sont des jumeaux numériques autonomes qui justement s'appuient sur l'intelligence artificielle dans le niveau 4 et le niveau 5. Et donc là, on intègre des algorithmes qui permettent d'analyser justement les données et d'automatiquement, par exemple, générer des demandes d'intervention si un équipement s'arrête dans le jumeau numérique qui est lui-même informé, etc. Et puis aussi, il y a des algorithmes qui permettent d'analyser les performances du bâtiment, etc. Et ça s'appuie sur l'intelligence artificielle. Donc, et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes là, qui sont en ligne à venir nous retrouver à BIMWorld, parce que justement, il y aura toute notre équipe Tandem qui sont basés aux États-Unis et qui ils feront une présentation justement de Tandem il y aura 2 présentations. Il y aura Robert Bray, qui est donc le VP en charge de Tandem, le vice-président en charge de Tandem, qui va faire une présentation le 3, si je me trompe pas. Et il y a les équipes Tandem sur l'Agora qui feront une présentation pendant 20 minutes de Tandem. Donc, si vous voulez des infos beaucoup plus poussées, vous pourrez leur poser la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils sont canadiens, québécois pour certains, donc ils pourront vous répondre. Super, merci Emmanuel. Alors, j'ai une question aussi sur, alors elle est un peu plus large, je ne sais pas qui de vous deux veut y répondre. Et alors, est-ce que les données sont conservées pour intégrer un SIG? Ça veut dire qu'en fait, clairement, est-ce que les données qu'on récolte, que ça soit sur la plateforme Autodesk Construction Cloud et peut-être même toi, ce que tu récoltes, Francesco, sur le chantier, mais c'est encore plus opérationnel, j'ai envie de dire. Est-ce que ces données peuvent être extraites ou peuvent être utilisées pour un SIG? Alors, c'est pas exactement dans notre sujet du jour, mais je pense que ça permet aussi quand même de dire l'importance des données récoltées. En fait, elles se nourrissent, les plateformes de ça. J'ai parlé de formats qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et notamment le machine learning. Sur la plateforme format, on va être capable de catalyser un certain nombre de données, c'est-à-dire d'aller chercher des données SIG, quelles qu'elles soient, des données CAO, des données d'OpenStreetMap. Elles vont venir nourrir la plateforme format de manière à générer automatiquement le contexte existant, les bâtiments, etc. Et sur la plateforme ACC, c'est un peu le même principe, mais il faudrait, dans ce cas-là, si on voulait faire une passerelle d'alimentation, ça existe déjà des solutions comme ça, mais d'alimentation à partir d'un fichier SIG, alimenter un fichier BIM, ce serait tout à fait possible. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est vraiment Forma, qui permet de fédérer différentes typologies de données. D'accord. Alors, j'ai une question aussi pour Francesco, donc qui revient sur ce que tu as montré sur la solution photo 360 avec une caméra sur un casque. Cette solution, mais je pense que tu l'as montré aussi, permet-elle de créer des nuages de points? Ça, tes nuages de points, tu les crées à partir de cette solution. Et alors, combien de temps il faut rester sur place pour réaliser une capture? Donc, il y a 2 questions en fait. Oui.
on peut effectivement faire des scans 3D avec la solution. Ce n'est pas la caméra qui fait le scan, parce que la caméra est effectivement une caméra qui fait des photos 360 degrés, mais ce sont des photos. Et donc, le scan, on le fait à l'aide typiquement d'une tablette équipée de la technologie LiDAR. Donc, voilà, comme avec d'autres solutions. Si on est capable, avec concrètement un iPad, voilà, c'est la solution la plus diffusée qui embarque la technologie LiDAR, on est capable donc de tout simplement scanner avec la tablette une portion du bâtiment et récupérer le scan. Scan qui ensuite est synchronisé sur la plateforme en ligne au même titre que la photogrammétrie 360 degrés. Donc, on retrouve toutes les données sur la plateforme. Et sur la question du temps, j'ai envie de dire, il faut le temps qu'il faut pour marcher dans le chantier, tout simplement. Parce que effectivement, là, c'est une technologie extrêmement simple d'utilisation, parce que effectivement, il suffit juste de poser la caméra sur le casque et après, on n'a plus qu'à marcher, c'est tout. Après, en fait, la caméra prend une image 360 degrés toutes les demi-secondes. Et après, c'est encore le rôle de l'intelligence artificielle derrière la technologie de recomposer toutes ces milliers d'images qu'on capture de manière cohérente pour recomposer le Google Street View. Donc voilà, il suffit de mettre la caméra sur le casque et de faire son tour de chantier, comme notamment les conducteurs de travaux ou plein d'autres acteurs du chantier ont l'habitude de faire habituellement tous les jours. Oui, ils sont juste équipés d'un outil de capture supplémentaire en plus de leurs yeux et de leur appareil photo. Ouais. Exactement. Il faut juste faire attention aux linteaux de porte un peu bas, notamment si on est très grand. Voilà. Il faut juste faire attention quand on passe sous des linteaux ou sous des escaliers. Ok. Merci beaucoup, Francesco. Donc, une petite remarque, mais je pense qu'on essaiera de revenir dessus, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans un prochain événement. Donc oui, alors on a une remarque de Thierry qui dit que le terme intelligence le gêne dans intelligence artificielle. Donc c'est vrai que bon, est-ce qu'on parle d'assistance ou d'aide artificielle ou plutôt d'intelligence artificielle? Je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on pourra aborder parce qu'on peut pas trop débattre sur le sujet, mais qu'on pourra aborder la prochaine fois de manière plus détaillée, à moins que l'un de vous ait quelque chose à dire là-dessus. Mais c'est vrai que bon, on a encore cette limite, quoi. Moi, je trouve que c'est un bon point, mais c'est plus une question philosophique, c'est-à-dire que de toute façon, on va pas refaire le monde, hein, c'est intelligence artificielle, artificial intelligence, ça existe depuis très longtemps. Ça date de plusieurs décennies, donc du coup, c'est une terminologie qui a été sur laquelle il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, des thèses qui ont été développées, etc. Après, mais c'est exactement comme le BIM, de là à dire que ça va bouleverser la créativité des gens, c'est un autre débat qui va intéresser les différentes typologies de professionnels, c'est-à-dire qu'un architecte va avoir un regard différent par rapport à un ingénieur qui n'a pas le même acte de création du bâtiment, qui ne fait pas les mêmes choses. Et ce qui est clair, c'est que c'est plus un facilitateur, un accélérateur, je ne sais pas, un augmentateur de créativité que quelque chose qui va remplacer, parce qu'on fait pas de l'architecture en faisant de l'image. Et c'est vrai, par exemple, si on parle de generative AI, etc. Et c'est vrai que c'est un peu parfois, on en avait parlé, Siem, mais un peu frustrant, voire agaçant de voir certaines personnes dire regardez ce que j'ai fait, etc. Pas du tout, tu n'as rien fait. Tu as utilisé une technologie qui se nourrit d'informations, d'images qui sont des créations d'autres personnes et qui est capable de générer quelque chose à partir de ce qu'on lui donne en entrée, etc. C'est une forme de création, mais en tout cas, l'architecte avec son parcours personnel, humain, sa connaissance, sa sensibilité, seul lui, ou le créateur, parce qu'on pourrait dire la même chose d'un ingénieur,
seul lui aura cette capacité à créer quelque chose qui va être original, différent, etc. C'est vrai que l'IA, si on prend l'exemple d'Autodesk Forma, c'est un accélérateur de propositions, par exemple, de gabarit en utilisant des données de PLU, etc. Et ensuite en faisant une analyse, c'est-à-dire que ça va permettre d'aller plus loin aussi dans l'analyse d'un contexte géoréférencé, etc. Mais en aucun cas, ça va proposer quelque chose. Le choix de dire, bah, je vais plutôt utiliser en gros, ce gabarit-là grossier, etc. Et derrière, je vais venir faire mon travail de concepteur, etc. Ça, c'est le choix de l'individu ou de la société, etc. Mais par contre, il est évident que les nouvelles pratiques ne pourront plus s'en passer. Mais par contre, juste rajouter que c'est pas parce que la révolution de l'IA, tu t'en parlais au tout début, c'est pas parce que la révolution de l'IA, effectivement, et que certains comparent à quelque chose comme le passage à l'ordinateur, oui, c'est quelque chose de gigantesque, d'énorme, mais l'IA, c'est ce qu'on a dit tout au long de nos 3 présentations, l'IA sans la data et sans la data, structurer la data quelle qu'elle soit, que ce soit alphanumérique, qu'elle soit photographique, etc., n'a aucun sens. Donc, l'IA, c'est un peu comme le BIM, mais comme certains disaient, ah oui, mais le BIM, ça va uniformiser la création architecturale, ça va être horrible, etc. Mais on voit bien que finalement, c'est pas du tout, quoi. C'est ce qu'on en fait derrière, c'est tout, cet outil. Parfait. Tout à fait d'accord, en tout cas. Une question. Alors, bon, tu t'en as déjà parlé un petit peu sur Forma en disant que tu as intégré des données géographiques. Ici, l'intégration d'une plateforme de prédiction climatique géolocalisée nationale serait-elle pertinente dans l'étude des projets, notamment, j'imagine, sur Forma? Je pense que oui. Est-ce qu'une plateforme de prédiction climatique géolocalisée nationale serait-elle pertinente? Bah, à mon avis, elles doivent déjà exister. C'est ce que, ça, sous différentes formes, parce qu'on voit qu'il y a par exemple des solutions là qui permettent d'avoir toutes les données en fait de radiation solaire vues d'en haut. Il y a eu un projet qui avait été récompensé au Tech Show l'année dernière, For Construction. C'était assez intéressant. C'était en fait une plateforme pour les collectivités qui leur permettent de comprendre ce que consomment. Donc ça a été fait avec EDF, si je dis pas de bêtises, ce que consomment les bâtiments publics, etc. Et ça, c'est accessible entre guillemets, c'est peut-être un abonnement, etc. Mais à n'importe qui, et ça lui permet de prioriser en fait ses investissements en rénovation. Pourquoi pas avoir une plateforme qui fédère plein d'informations de ce type-là et que ensuite, ce qui est hyper important en fait dans tout ce qu'on a dit, c'est aussi la capacité, et c'est ce que nous on fait chez Autodesk depuis des décennies, c'est la capacité que vont avoir ces plateformes ou ces bases de données à se connecter à des environnements autres de manière à ce que ces environnements en bénéficient. Et on voit qu'actuellement, il y a une vraie problématique on parle d'empreinte carbone, de performance énergétique. Il y a une vraie problématique au niveau des FDES et de la base IGNES. Donc, le problème de fond, c'est que les données ne sont pas structurées correctement et en tout cas pas accessibles dans un format, on va dire, éditable, ouvert, etc. Et ce serait hyper utile pour tous les éditeurs logiciels, comme nous, comme les autres, etc., de manière à pouvoir aller se connecter, prendre les informations qui nous intéressent et ensuite que nous, on puisse faire nos calculs. Donc, effectivement, l'idée d'une plateforme, quelle qu'elle soit qui fédère différents types d'informations qui sont liées à l'environnement, au carbone, etc., ou soit au climat, ça, ce serait super, en fait. Clairement. Mais de toute façon, comme tu dis, on va commencer, des bases de données, il va y en avoir de plus en plus. Celle que tu as évoquée, je crois que c'est celle qui s'appelle Priorino, non? Dont tu parlais là oui, pour. Ça. Ouais, la techno, c'est Priorino. Priorino. Une autre question pour toi, Emmanuel. Alors, et peut-être que Francesco sait comment on fait ce genre de choses. Est-ce que aujourd'hui, vous avez une solution qui permettrait, sur la base d'un nuage de points, de générer une esquisse de plan 2D de façon automatique? Je parle chez Autodesk, évidemment. Chez Autodesk. Alors,
traditionnellement, pour créer une esquisse entre guillemets 2D à partir d'un nuage de points, ce que font les spécialistes du scan to beam, c'est qu'en fait, ils viennent découper une tranche du nuage de points. Et ensuite, il y a un processus de dessin. Si la personne, là, sa question, c'est une esquisse, par exemple, en plan, etc. Oui. Tu as quand même un process manuel. Il existait des technologies, et il existe des technologies qui sont capables de générer, d'ailleurs pour certaines qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Alors chez nous, on n'a pas forcément commercialisé ou développé ce type de choses, mais il existe des technos. D'ailleurs, ça date pas d'hier, mais qui étaient capables de générer en semi-automatique, en automatique, un plan, une vue en plan à partir d'un nuage de points. Donc, je pense que ça va se développer. En tout cas, il existe, pour donner un exemple, il existe des technos d'IA qui sont capables, à partir d'un fichier JPEG, donc c'est assez intéressant aussi, ou d'un fichier DWG d'AutoCAD ou autre hein, d'ailleurs, de générer un modèle directement dans Revit. La WiseBeam, qui sont les spécialistes de l'intelligence artificielle, ils viennent de lancer hier WiseBeam for Revit, où en gros, on vient chercher un fichier JPEG ou une image, etc. et on est capable automatiquement de créer un modèle Revit. Donc, technologiquement parlant, ça existe et c'est possible. Nous, dans notre offre, non, on le fait pas. D'accord. Et effectivement, il existe des solutions que, autant avec des petits scans portables, autant aussi avec un smartphone, par exemple, permettent d'effectuer en même temps un scan 3D et le dessin du plan 2D se génère en même temps par rapport au scan. Après, bon, déjà, je pense qu'on est un peu aux prémices de cette technologie. Ce qui est toujours compliqué après, c'est l'interprétation de ces géométries. Je veux dire, c'est compliqué de faire en sorte que l'intelligence derrière cette technologie puisse faire la différence entre, je ne sais rien, une poutre et pouvoir la projeter au sol en sachant que c'est une poutre. Voilà, par exemple. Ce sont que des formes, que des géométries. Nous, souvent, on a besoin de savoir un peu à quoi correspond cette géométrie. Oui. Ok, alors une question, est-ce qu'il y a une IA sur ACC qui permet de modéliser à partir d'un fichier DWG? Tu vas se mettre tous à rêver. Est-ce qu'il y a une IA sur ACC qui permet de modéliser à partir d'un fichier DWG? En fait, c'est un peu ce que vous venez de décrire un peu tous les deux, mais est-ce que ça existe sur Autodesk Construction Cloud? Alors, il y a peut-être aux États-Unis, parce qu'on a énormément de partenaires développeurs, des gens, mais de mémoire, ça me dit rien comme ça. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce qu'a fait WiseBeam qui est sorti hier, et ça, c'est un fichier DWG. Du coup, pour le coup, ça modélise en automatique. C'est-à-dire, c'est transparent pour l'utilisateur. Il vient dans Revit, il importe son DWG. C'est streamé en fait sur la plateforme WiseBeam et ensuite c'est réintégré, ça prend quelques minutes, c'est réintégré directement dans Revit au travers d'un fichier Revit, donc ça c'est possible. Et il faut savoir que dans la plateforme ACC ou dans ce que j'évoquais Autodesk Platform Services, dans Autodesk Platform Services, on a Revit sans son interface, ça veut dire qu'un développeur comme WiseBeam pourrait simplement, en compilant son application pour Autodesk Platform Services, le plugin qu'il a développé pour Revit, il sera accessible directement dans ACC. Donc oui, c'est faisable directement en fait. Finalement. Oui. Oui. Ok. Une dernière question. Alors, est-ce qu'Autodesk investit dans l'enseignement et l'apprentissage des outils AEC en utilisant l'IA? Pas spécifiquement, mais il y a des bases de données très, très importantes d'apprentissage aussi. Alors, en fait, on investit depuis très longtemps, toi, Siem et Francesco, qui nous connaissez depuis très longtemps,
on investit énormément en fait dans l'éducation, et moi à titre personnel, ça fait 22 ans que je suis chez Autodesk, ça fait 22 ans que j'ai formé des centaines, voire des milliers de profs et d'étudiants, etc. Donc pour nous, c'est très important. Premièrement, on donne accès à nos solutions logicielles gratuitement. On a des curriculums et des documents pour s'auto-former, etc., qui sont disponibles sur nos sites web. J'avais fait un article d'ailleurs là-dessus récemment sur ABCD Blog. Donc les gens peuvent retrouver l'article s'ils le souhaitent. Et sur la partie IA, puisque je pense que c'est lié aussi à cette question-là, Forma est accessible gratuitement, je crois, pour toutes les écoles. Et j'ai entendu déjà des retours d'expérience, notamment c'est l'école architecture de Nantes, il y a aussi Val de Seine, qui font des expérimentations, notamment ils ont un labo de recherche, ils travaillent sur ce sujet-là, ils utilisent entre autres Forma, et pour sensibiliser leurs étudiants à l'approche en fait conception intelligente sur la base d'informations géoclimatiques. Justement, ils passent par Forma parce que c'est la solution cloud la plus, d'ailleurs c'est l'une des seules, on va dire au niveau mondial, la plus démocratisée, et c'est la plus intelligente de ce point de vue-là. Donc ils font justement, ils sensibilisent leurs étudiants sur cette plateforme-là. Très bien. J'ai envie de dire presque, allez, une dernière question. Comment l'IA peut intervenir sur les sujets de synthèse? Je ne sais pas si on pourra y répondre aujourd'hui. On se pose la question, oui, on commence à mener un peu l'enquête sur ces sujets. Là aussi, on en est un peu au tout début, j'aurais envie de dire, mais on commence quand même à voir des technologies qui commencent à être pas mal pertinentes pour tout ce qui est coordination de manière générale. Mais voilà, c'est encore un poil tôt peut-être. Ouais, c'est pas mal aux US en fait qu'il est. On t'entend pas, Siem? Spécifique dans notre cycle de conférences. Ouais. C'est aux US, il y a des technos comme ça qui existent déjà, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. D'accord. Bah écoute, on va se renseigner et puis peut-être qu'on en fera un thème d'une des prochaines conférences. Une dernière question pour toi, Emmanuel. Est-ce que ces dessins et productions graphiques sont réalisés avec l'IA ou, comme je le pense, c'est bien son talent? Ouais, c'est une bonne question. Alors, non, ouais, je fais tout à la main. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, ce serait rigolo de venir injecter, je sais pas, 50 ou 100 dessins et de demander à l'IA. Je serais curieux de voir ce que l'IA me serait capable de produire sur la base de, entre guillemets, mon style ou mes productions. Je trouve que ce serait rigolo. Mais je pense que je serais un peu frustré. Ouais, je pense que... Bon, écoute, je sais pas, il faut être prêt quand même. Pour la question. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller regarder les œuvres d'Emmanuel sur ses réseaux sociaux qui sont magnifiques. Oui, c'est vrai. Merci, Francesco. C'est vrai. Je confirme. Je confirme. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Donc, je fais un petit coucou à Philippe Palais qui a posé cette question. Donc, voilà. Bah, merci. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été là avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'était très intéressant. On voit bien que, bon, bah, voilà, on aura encore plein de choses à se dire. J'espère au prochain rendez-vous. Donc, surtout restez connectés à nos réseaux sociaux pour que vous soyez informés des prochaines thématiques. Oui, dis-moi. Oui, alors déjà, je te remercie, Siem, et je remercie Man & Machine. C'était très sympa de nous inviter. Je suis très heureux de revoir Francesco aussi et sa présentation. Et je voulais savoir, pour donc les gens qui n'ont pas pu se connecter, est-ce qu'elle sera disponible en replay? Oui. On a enregistré cette conférence et elle sera disponible en replay. Super, merci. Voilà. Merci à tous. Merci Siem, merci Madame Machine. Merci Francesco, merci à Cynthia qui est derrière, qu'on ne voit pas, mais qui s'occupe de toute la logistique.
Puis, merci à tous d'avoir été là avec nous. Merci pour vos questions. Et puis, bien, rendez-vous à très bientôt pour continuer à parler d'IA. Merci, bonne Bonne journée. journée. Merci à toutes et à tous. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.